Je suis restée figée devant ma porte avec mon sac encore sur l'épaule, le ticket de sortie de l'hôpital froissé dans la main, incapable de comprendre pourquoi la clé refusait d'entrer. Je l'ai tournée une seconde fois, puis une troisième, plus lentement, comme si le métal allait finir par reconnaître mes doigts. Rien. La serrure ne répondait pas. Ce n'était pas un blocage, ni une résistance normale, c'était une autre serrure. Neuve, froide, étrangère. Et à cet instant précis, avant même que la peur ne monte, j'ai compris que quelqu'un avait décidé que cette maison n'était plus la mienne. Le chauffeur de taxi tout sauta derrière moi. J'ai reculé d'un pas, levé les yeux vers la façade. Les mêmes volets gris, la même fissure au-dessus de la fenêtre du salon, le même pot de géranium que j'avais laissé avant mon hospitalisation, tout était à sa place, sauf moi. J'ai posé la main contre la porte, comme pour vérifier qu'elle existait encore, que je n'étais pas en train de délirer à cause des médicaments. Le bois était bien réel, la maison aussi, mais on venait de m'en exclure. Je suis sortie de l'hôpital ce matin-là avec une ordonnance, un cœur fatigué et cette certitude naïve que rentrer chez moi serait enfin un soulagement. 3 semaines dans une chambre blanche à écouter des machines respirer à ma place, à répondre aux infirmières que oui, ça allait, même quand ça n'allait pas. Je rêvais de mon canapé, de l'odeur du café, du silence familier. Je n'avais pas imaginé une seule seconde que le choc m'attendrait sur le palier. J'ai appelé mon fils, une fois, 2 fois. Sur la troisième sonnerie, il a décroché. Sa voix était calme, presque pressée. Maman, je suis en réunion, c'est urgent. Je lui ai dit que la clé ne fonctionnait pas. J'ai entendu un souffle, puis un silence trop long. Ah. Oui, on a changé les serrures pendant que tu étais à l'hôpital. Le mot on m'a glacé. Pourquoi? C'était plus simple comme ça. Pour la sécurité, tu comprends? Je ne comprenais rien. J'étais encore appuyée contre la porte. Mes jambes tremblaient, mais je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai demandé où je devais aller. Il a répondu que ce n'était pas le moment d'en parler, qu'il m'expliquerait plus tard, que je devais être raisonnable après ce que j'avais traversé. Raisonnable, comme si mon corps fatigué annulait mon droit d'exister chez moi. Le taxi est reparti sans moi. J'ai glissé lentement contre le mur et je me suis assise sur la marche. Les voisins passaient sans oser me regarder. J'avais l'air d'une femme qui s'est trompée d'adresse. Pourtant, c'est moi qui avais choisi cette maison. C'est moi qui avais signé le prêt. C'est moi qui avais payé chaque échéance, chaque réparation, chaque impôt. Et maintenant, une décision avait été prise sans moi pendant que je dormais branchée à des perfusions. Je n'ai pas pleuré tout de suite. La stupeur m'a protégée. J'ai regardé mes mains fines, marquées par l'âge, et je me suis demandé à quel moment on devient assez vieille pour qu'on décide à votre place. À quel moment un enfant se croit autorisé à vous effacer doucement, proprement, avec une nouvelle serrure. Quand je me suis relevée, j'ai compris une chose. Ce n'était pas un malentendu. C'était un acte, et quelqu'un venait de franchir une ligne qu'il n'aurait jamais dû approcher. Je suis restée assise sur cette marche presque 1 heure, sans vraiment sentir le temps passer. Le froid a fini par traverser mon manteau, lentement, comme pour me rappeler que mon corps existait encore, même si on venait de me retirer ma place. J'ai fini par me lever parce que rester là devenait indécent, comme si j'attendais une permission qui ne viendrait pas. J'ai rappelé mon fils. Cette fois, il n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Ma voix était étonnamment stable. Je lui ai dit que j'étais devant la porte, que je n'avais nulle part où aller, que j'avais besoin de comprendre. J'ai raccroché sans ajouter un mot de trop, puis j'ai appelé encore, directement sur messagerie. À la quatrième tentative, j'ai compris qu'il ne rappellerait pas tout de suite. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas du tout. Je me suis éloignée de la maison. Chaque pas me donnait l'impression de voler quelque chose qui m'appartenait encore. J'ai marché jusqu'au petit square au bout de la rue et je me suis assise sur un banc humide. Autour de moi, la vie continuait sans effort. Une mère poussait une poussette, un homme promenait son chien, 2 adolescents riaient trop fort. Personne ne savait que je venais d'être expulsée sans jugement, sans discussion, sans même un regard en face. J'ai fini par rappeler mon fils une dernière fois. Cette fois, il a décroché. Sa voix était plus dure. Maman, je t'ai dit que je t'expliquerai. Je lui ai demandé où étaient mes affaires. Il a marqué un temps d'arrêt, puis il a dit qu'elles étaient en sécurité, que tout avait été organisé. Organisé par qui? Il a soupiré, comme s'il parlait à une enfant capricieuse.
Il m'a expliqué que pendant mon hospitalisation, ils avaient pris des décisions nécessaires, que la maison n'était plus adaptée, que les médecins avaient parlé de fragilité, que c'était mieux pour tout le monde. Je lui ai demandé s'il avait seulement pensé à me demander mon avis. Il a répondu que je n'étais pas en état de décider à ce moment-là. Cette phrase m'a coupé le souffle, pas par sa cruauté, mais par sa simplicité. En une phrase, il venait de me retirer mon statut d'adulte, de propriétaire, de mère. Je lui ai dit que je voulais mes clés. Il a répondu que ce n'était pas possible, pas maintenant, peut-être plus tard, qu'il fallait d'abord qu'on discute calmement, calmement. Pendant que je n'avais ni toit, ni vêtements, ni papier, pendant que je portais encore le bracelet de l'hôpital sous ma manche. Quand il a raccroché, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas la colère, pas encore. C'était autre chose. Une lucidité brutale. J'ai repensé au dernier pour moi, aux remarques déguisées sur ma santé, aux papiers qu'on m'avait fait signer pour simplifier, aux visites trop rares, toujours pressées, aux phrases répétées sur le fait que je devais penser à l'avenir, à ne pas être un poids. Je me suis levée et j'ai appelé une amie, une vraie, quelqu'un qui me connaissait avant que je devienne fragile aux yeux de mon fils. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle m'a dit de venir, tout de suite. Sa voix m'a tenue debout jusqu'à chez elle. Ce soir-là, assise dans un fauteuil qui n'était pas le mien, avec une tasse de soupe trop chaude entre les mains, j'ai compris une chose essentielle. Ce qui venait de se passer n'était pas une erreur, ni une maladresse. C'était une prise de pouvoir. Et si je voulais survivre à ça sans me perdre, je ne devais plus agir comme une mère blessée. Je devais réfléchir comme une femme qu'on avait tenté d'effacer. La nuit a été courte, pas parce que je manquais de confort, mais parce que chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette porte, cette serrure brillante qui ne me connaissait plus. Chez mon ami, tout était calme, trop calme, le genre de silence qui laisse la place aux pensées qu'on évite habituellement. Je n'ai presque pas dormi, j'ai compté les heures, les respirations, les souvenirs. Au petit matin, je me suis levée avant elle. J'ai bu un café debout dans la cuisine, sans sucre, sans faim, et sans le vouloir, mon esprit est retourné là où tout avait commencé, la maison. Pas celle que j'avais devant les yeux maintenant, mais la mienne, celle que mon fils venait de m'arracher avec une clé neuve. Je me suis revue 30 ans plus tôt, signant l'acte chez le notaire, les mains légèrement moites, le cœur battant. J'étais seule ce jour-là. Mon mari était déjà parti depuis longtemps et j'avais décidé que plus jamais personne ne choisirait à ma place. J'avais travaillé toute ma vie pour ce moment, des années à économiser, à refuser des vacances, à réparer plutôt que remplacer. Cette maison n'était pas un cadeau, c'était une conquête. Je me souvenais des travaux faits lentement, pièce par pièce. Le salon repeint un été trop chaud, la cuisine changée après une prime inespérée, le toit refait à crédit, sans aide, sans plainte. Chaque mur portait une trace de moi, pas seulement financière, physique. J'avais porté les sacs de ciment, nettoyé les gravats, appris à réparer ce qui cassait. Cette maison avait vieilli avec moi. Et puis, il y avait mon fils. Petit, il courait dans le couloir, glissait sur le carrelage, riait trop fort. Plus tard, adolescent, il claquait les portes, mais revenait toujours s'excuser. Quand il est devenu adulte, je lui ai laissé sa place. Trop, peut-être. Je l'ai aidé à s'installer, à démarrer. Quand il avait des difficultés, je ne comptais pas. Je disais que c'était normal. Qu'une mère, ça sert à ça. Je repensais à la première fois où il m'avait parlé de simplifier les choses, de ces papiers qu'il m'avait apportés un dimanche, avec un ton léger. C'est juste administratif. J'avais signé sans lunettes, sans méfiance. Je lui faisais confiance. Je pensais que l'amour suffisait comme protection. Assise à cette table qui n'était pas la mienne, j'ai compris que la bascule ne s'était pas faite à l'hôpital. Elle avait commencé bien avant, le jour où j'avais accepté de me taire pour ne pas déranger, le jour où j'avais minimisé ses paroles, le jour où j'avais confondu gentillesse et renoncement. Mon amie s'est levée plus tard. Elle m'a regardé longuement sans parler. Puis elle m'a dit une phrase simple, presque banale. Tu sais que ce qu'il a fait n'est pas normal. J'ai hoché la tête, je le savais, mais l'entendre à voix haute m'a donné une autre perspective. Ce n'était pas un conflit familial, c'était une injustice. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les messages de mon fils. Aucun nouveau, pas un mot, comme si j'avais disparu pendant la nuit.
Et c'est là que quelque chose a changé en moi, pas de façon spectaculaire, pas de colère soudaine, juste une décision silencieuse. Je n'allais plus attendre qu'on m'explique. Je n'allais plus mendier un droit qui était déjà le mien. Je lui ai écrit un message, court, clair. Je lui ai demandé une copie de tous les documents signés ces dernières années. Pas de reproches, pas d'émotion, il n'a pas répondu. Mais pour la première fois depuis longtemps, son silence ne m'a pas écrasée. Je suis restée droite. J'ai rangé mon manteau, remercié mon ami, et je suis sortie prendre l'air. Je ne savais pas encore comment j'allais récupérer ce qu'on m'avait pris. Mais une chose était certaine, je ne me battais plus pour être aimée, je me battais pour exister. Il est venu en fin d'après-midi. Je ne l'attendais pas, mais au fond de moi, je savais qu'il finirait par apparaître. Les gens qui prennent, sans demander, ont toujours besoin de voir les dégâts de près. J'étais assise près de la fenêtre quand j'ai reconnu sa voiture se garer devant la maison. La mienne. Ce simple détail m'a traversée comme une aiguille froide. Je suis sortie avant qu'il ne sonne. Je voulais le voir arriver, le regarder dans les yeux sans obstacle. Il a sursauté légèrement en me voyant sur le trottoir, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois encore debout, encore là. Il a souri, un sourire forcé, mécanique, celui qu'on réserve aux situations qu'on veut contrôler. Il a commencé par me demander comment j'allais. La question m'a presque fait rire. J'ai répondu que j'allais assez bien pour quelqu'un qui venait d'être mise à la porte de chez elle. Il a immédiatement levé les mains, comme pour calmer une scène imaginaire. Il a dit que je dramatisais, que personne ne m'avait mise à la porte, que tout était temporaire. Ce mot est revenu plusieurs fois. Temporaire, comme si le temps pouvait effacer la violence d'un geste. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas prévenu. Il a baissé les yeux un instant, puis il a parlé vite, trop vite. Il m'a expliqué que les médecins avaient parlé de risques, qu'il avait eu peur, qu'il avait dû agir dans l'urgence, qu'il avait pensé à mon bien avant tout. Il disait ça avec assurance, comme s'il répétait un discours préparé. Je l'ai laissé parler. Chaque phrase confirmait ce que je commençais à comprendre. Je lui ai demandé où étaient mes papiers. Il a répondu qu'ils étaient rangés. Où? Chez lui, pour éviter que je les perde. Je lui ai demandé qui avait décidé ça. Il a répondu que c'était logique, qu'il fallait quelqu'un de plus organisé. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai contenue. Je voulais l'entendre jusqu'au bout. Quand je lui ai demandé les clés, il a secoué la tête. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Il fallait qu'on prenne le temps, que je me repose, que je ne me stresse pas inutilement. Chaque mot était enveloppé de fausse douceur. Il ne criait pas, il ne menaçait pas, il me réduisait, lentement, poliment. À un moment, il a prononcé la phrase que je redoutais sans l'avoir anticipée. Il a dit que, dans l'état où j'étais, je ne pouvais plus vraiment vivre seule, que ce serait irresponsable de me laisser reprendre mes habitudes, que la maison représentait trop de charges, trop de risques. Il parlait déjà de solutions alternatives, d'un endroit plus adapté, plus petit, plus encadré. Je l'ai regardé longtemps. J'ai cherché dans son visage quelque chose du garçon que j'avais élevé. Je n'ai trouvé que de l'impatience. Il attendait mon accord, ou mon effondrement, quelque chose qui justifierait ce qu'il avait fait. Je lui ai simplement demandé s'il avait conscience de ce qu'il faisait. Il a soupiré comme si j'étais injuste. Il a dit que je ne voyais pas clair, que l'hôpital m'avait affaibli, que je devais lui faire confiance, encore, toujours. Comme si cette confiance ne venait pas de se fracasser contre une porte fermée. Quand il est reparti, il a posé sa main sur mon bras, un geste qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. On va arranger ça, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé s'éloigner, ouvrir la porte avec ses clés, entrer chez moi sans hésiter. La serrure a claqué derrière lui. À cet instant précis, quelque chose s'est définitivement brisé entre nous. Pas l'amour, l'illusion. Et dans ce silence lourd, j'ai su que ce combat ne se jouerait plus sur le terrain des sentiments. Il se jouerait ailleurs, là où les mots comptent, là où les actes laissent des traces. La nuit suivante, je ne suis pas retournée chez mon ami. J'avais besoin d'être seule, loin des regards compatissants et des questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel près de la gare. Rien de luxueux, un lit propre, une salle de bain étroite, une fenêtre donnant sur des rails. C'était suffisant, c'était neutre, personne n'y avait de droit sur moi. J'ai posé mon sac près du mur et je me suis assise sur le lit sans enlever mon manteau. Le silence était différent de celui d'une maison, plus sec, plus impersonnel, et pourtant
Pour la première fois depuis mon retour de l'hôpital, je me sentais à l'abri. Personne ne pouvait entrer avec une clé qui n'était pas la mienne. Personne ne pouvait me dire de me calmer, de comprendre, d'attendre. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Mon visage avait changé, pas seulement à cause de la fatigue. Il y avait quelque chose de plus dur dans mes traits, comme si mon corps avait compris avant moi que l'époque des concessions était terminée. J'ai retiré le bracelet de l'hôpital que j'avais gardé machinalement au poignet. Je l'ai posé sur le lavabo et je l'ai laissé là comme on laisse un objet qui a fini de servir. Je me suis allongée sans allumer la télévision. Les pensées venaient par vagues, mais elles n'étaient plus confuses. Elles se rangeaient toutes seules. Les phrases de mon fils, son ton, les mots choisis, sécurité, organisation, adapté. Rien n'avait été dit par hasard. Tout avait été préparé pendant que j'étais absente, affaiblie, silencieuse. Il n'avait pas improvisé, il avait attendu le bon moment. Au milieu de la nuit, je me suis levée et j'ai ouvert mon sac. J'ai sorti mon portefeuille. Mes papiers n'y étaient non plus. Pas la carte vitale, pas les documents importants, seulement mon téléphone, un peu d'argent et des ordonnances. Il avait pensé à ça aussi. J'ai ressenti un frisson, mais pas de panique, juste une confirmation supplémentaire. Je me suis assise à la petite table près de la fenêtre et j'ai pris un stylo dans mon sac. J'ai commencé à écrire sur une feuille à en-tête de l'hôtel. Des dates, des faits, rien d'émotionnel. Le jour de mon hospitalisation, le jour du changement de serrure, les phrases exactes qu'il avait utilisées, les documents signés pour simplifier. J'écrivais lentement, méthodiquement, comme si je dressais un inventaire après un cambriolage, sauf que cette fois, on m'avait volé bien plus que des objets. À l'aube, je n'avais toujours pas dormi, mais je n'étais plus épuisée. Une énergie froide m'avait remplacée. Je savais une chose avec certitude. Je ne retournerai pas devant cette porte sans témoin. Je ne supplierai pas. Je ne négocierai pas dans l'émotion. Ce genre de situation ne se règle pas avec des souvenirs partagés ou des larmes. Ça se règle avec des preuves. Je me suis habillée lentement, avec soin. J'ai rangé la feuille pliée dans mon sac, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché un numéro que je n'avais pas composé depuis longtemps, celui d'un notaire que j'avais consulté des années plus tôt, au moment de l'achat de la maison. Un homme discret, précis, qui m'avait toujours parlé comme à une adulte, jamais comme à une femme qu'on devait guider. Il a répondu après quelques sonneries. Je me suis présentée. Il m'a reconnue. Je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir rapidement. Sa voix est devenue plus sérieuse quand je lui ai expliqué sans pathos ce qui venait de se passer. Il n'a pas exprimé de surprise. Il m'a donné un rendez-vous pour le lendemain matin. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Les premiers trains partaient. La ville se réveillait comme si rien ne s'était produit. Et c'est à ce moment-là, dans cette chambre impersonnelle, que j'ai compris que je n'étais plus seulement une mère qu'on avait trahie. J'étais une propriétaire à qui on avait forcé l'accès. Et la différence entre les deux change tout. Le cabinet du notaire se trouvait dans une rue étroite, à l'écart du bruit. Une façade ancienne, une plaque discrète, rien qui cherche à impressionner. J'y suis arrivée en avance. J'avais besoin de ce temps pour reprendre mon souffle avant d'entrer dans un endroit où chaque mot aurait un poids réel. Il m'a reçue sans précipitation. Il m'a proposé de m'asseoir, m'a regardé attentivement, puis m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu la vérité. J'allais assez bien pour quelqu'un à qui on venait de retirer sa maison sans jugement. Il n'a pas souri, il a simplement hoché la tête et m'a demandé de raconter depuis le début dans l'ordre. Je n'ai rien enjolivé, je n'ai rien dramatisé. J'ai parlé de l'hôpital, de la serrure changée, des clés refusées, des papiers déplacés, des décisions prises sans moi. Je lui achouai répéter les phrases exactes. Il prenait des notes, lentement, avec cette précision froide qui m'a immédiatement rassurée. À aucun moment il ne m'a interrompu pour relativiser ou chercher des excuses à mon fils. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit que ce que je décrivais n'était ni banal, ni acceptable. Que changer les serrures sans mon accord, même sous couvert de protection, constituait un acte grave. Il m'a expliqué calmement que, sauf décision judiciaire ou mesure de protection légale, personne n'avait le droit de m'empêcher d'accéder à mon bien. Je lui ai demandé ce que mon fils pouvait réellement faire contre moi. Il a ouvert un dossier, consulté des documents anciens, puis il m'a posé une question simple. Avais-je donné une procuration générale? J'ai hésité, puis j'ai répondu « oui, une procuration signée il y a quelque temps,
pour faciliter les démarches pendant mes absences. Son regard s'est durci juste un instant. Il m'a expliqué que ce genre de document pouvait être utilisé de manière abusive si les limites n'étaient pas clairement définies. Il m'a demandé si j'avais encore une copie de ce que j'avais signé. J'ai répondu non, les originaux étaient chez mon fils. Il a soupiré doucement. Puis, il m'a dit que ce détail ne jouait pas contre moi, mais qu'il expliquait beaucoup de choses. Il a ajouté que l'état de santé ne supprimait jamais automatiquement la capacité juridique, que la fragilité ne donnait pas tous les droits à ceux qui s'en servent. Ensuite, il m'a parlé de solutions concrètes, pas de confrontation immédiate, pas de scène. D'abord, sécuriser ma situation, annuler la procuration, faire constater officiellement l'empêchement d'accès au domicile, mandater un huissier si nécessaire. Chaque phrase était claire, structurée. Pour la première fois depuis mon retour de l'hôpital, quelqu'un parlait un langage que mon fils ne pouvait pas manipuler. Il m'a demandé si j'étais prête à aller jusqu'au bout. Passe émotionnellement, juridiquement. J'ai répondu sans hésiter. Je n'avais plus rien à perdre à temporiser. Chaque jour de silence jouait contre moi. Avant de partir, il m'a tendu une liste de documents à récupérer et m'a conseillé de ne plus communiquer seule avec mon fils sur ces sujets. À partir de maintenant, tout doit laisser une trace, a-t-il dit. J'ai rangé la feuille dans mon sac avec une attention presque solennelle. En sortant du cabinet, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas un soulagement, une reprise de contrôle, la certitude que je n'étais plus enfermée dans un conflit familial flou, mais engagée dans une démarche précise, cadrée, irréversible. Mon fils avait agi dans l'ombre en pariant sur ma fatigue et ma docilité. Il venait de comprendre une chose essentielle, même s'il ne le savait pas encore. Je n'étais plus seule, et je n'étais plus silencieuse. En rentrant à l'hôtel, je me suis surprise à marcher plus lentement. Non pas par fatigue, mais parce que je n'étais plus poursuivie par l'urgence aveugle des premières heures. À présent, chaque pas avait une direction. J'ai posé mon sac, retiré mon manteau, et je me suis assise à la petite table, face à la feuille que le notaire m'avait remise. La liste de documents semblait froide, presque impersonnelle. Pourtant, en la lisant, des souvenirs précis ont refait surface, comme si mon esprit se mettait enfin à relier les points. La procuration, tout revenait toujours à ce mot. Je me souvenais parfaitement du jour où je l'avais signé. Mon fils était venu déjeuner. Il avait apporté des papiers, avait parlé vite, avec ce ton rassurant qu'il utilisait quand il voulait que je cesse de poser des questions. Il m'avait dit que c'était une formalité au cas où il faudrait gérer quelque chose pendant que j'étais fatiguée ou en déplacement. Il avait souri, j'avais signé, sans lunettes, sans relire, parce que je n'imaginais pas qu'un fils puisse s'en servir contre sa mère. Ensuite, il y avait eu d'autres détails. À l'époque, je n'y avais vu que de l'aide. Il me proposait de centraliser mes courriers, pour éviter que je m'y perde. Il avait pris l'habitude de garder certains documents chez lui, toujours avec de bonnes raisons, toujours avec douceur. Je me souvenais maintenant de cette sensation diffuse, ce léger inconfort que j'avais balayé trop vite. Je m'étais dit que c'était l'âge, que je devenais méfiante sans raison. Assise seule dans cette chambre, je revoyais aussi les phrases qu'il répétait depuis des mois. Tu devrais penser à te simplifier la vie. Ce n'est plus de ton âge de t'inquiéter pour ça. Fais-moi confiance. À force de les entendre, j'avais fini par les intégrer comme des vérités. Je n'avais pas vu que, petit à petit, il ne me proposait plus de l'aide. Il prenait de la place. Je me suis levée et j'ai fait les 100 pas. Chaque souvenir venait avec une netteté nouvelle. Le jour où j'avais voulu aller seule à la banque et où il m'avait presque supplié de le laisser gérer. Le moment où il avait insisté pour m'accompagner chez le médecin au cas où. Rien n'était brutal pris isolément, mais mis bout à bout, tout dessinait une même trajectoire. Il avait préparé le terrain, longtemps avant mon hospitalisation. Je me suis demandé à quel moment il avait commencé à me voir autrement. Non plus comme une mère, mais comme un obstacle. Ou pire, comme une ressource. Cette pensée m'a traversée sans m'écraser. J'étais trop lucide maintenant pour me noyer dans la culpabilité. Ce n'était pas moi qui avais changé, c'était le regard qu'il posait sur moi. J'ai repris mon téléphone et j'ai relu nos derniers échanges. Son ton calme, ses réponses vagues, son refus catégorique de me rendre mes clés. Tout était cohérent. Il n'avait pas paniqué. Il avait appliqué un plan. Et ce plan reposait sur une chose simple, ma passivité supposée.
Pour la première fois, j'ai ressenti une forme de colère claire, presque utile, pas celle qui fait trembler les mains, mais celle qui aligne les idées. J'ai noté d'autres dates, d'autres phrases. J'ai ajouté des détails que j'avais minimisés. Chaque élément trouvait sa place comme une pièce dans un dossier. Quand j'ai enfin éteint la lumière, je n'ai pas cherché le sommeil. Je me suis contentée de rester allongée, les yeux ouverts, consciente de ce qui m'attendait. Je savais que mon fils n'imaginait pas une seconde ce qui se mettait en place. Il pensait encore que le temps jouerait pour lui, qu'à force d'attendre, je finirais par céder. Il se trompait parce que maintenant, je voyais tout. Et une femme qui voit clair n'est plus jamais facile à déplacer. Je n'ai pas prévenu mon fils. Je n'ai pas envoyé de message, ni demandé un rendez-vous. J'ai suivi le conseil du notaire à la lettre. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je me suis présentée devant la maison, accompagnée d'un huissier de justice. Un homme discret, costume sombre, mallette fine, regard neutre. Il ne connaissait ni mon histoire familiale, ni mes souvenirs. Il était là pour constater. Rien de plus, rien de moins. Nous sommes restés quelques secondes devant la porte. Cette même porte qui m'avait rejetée 2 jours plus tôt. L'huissier a vérifié l'adresse, mon identité, puis il a sonné. Une fois. 2 fois. À la troisième sonnerie, mon fils a ouvert. Son visage s'est figé quand il m'a vu. Puis son regard a glissé vers l'homme à côté de moi. Il a compris immédiatement, pas dans le détail, mais suffisamment pour perdre son assurance. Il a tenté un sourire. Il a dit mon prénom, comme s'il me retrouvait par hasard. J'ai répondu calmement. L'huissier s'est présenté, a expliqué l'objet de sa présence. Accès refusé au domicile. Changement de serrure sans accord du propriétaire. Constat nécessaire. Les mots étaient précis. Des précis, irréversible. Il ne laissait aucune place à l'interprétation affective. Mon fils a protesté, il a parlé de ma santé, de précautions, de bonnes intentions. L'huissier ne l'a pas interrompu. Il a simplement demandé si une décision judiciaire existait. La réponse a été non. Il a alors noté quelque chose sur son carnet. Le bruit du stylo m'a semblé étrangement apaisant. Je suis restée silencieuse. Je regardais l'intérieur de la maison derrière lui. Mon entrée, mes meubles, tout était là. Rien n'avait bougé, comme si on m'avait exclu sans même prendre la peine de déplacer ce qui m'appartenait. Cette vision m'a traversée sans me faire vaciller. J'étais ailleurs désormais. L'huissier a demandé l'accès immédiat au domicile. Mon fils a hésité, une fraction de seconde trop longue. Puis il a dit que ce n'était pas possible, que ce n'était pas le moment. Cette phrase a scellé quelque chose. L'huissier a noté le refus, officiellement, devant témoins. Il m'a expliqué calmement que ce refus serait consigné et transmis, qu'il constituerait une preuve claire d'entrave. À cet instant-là, j'ai vu la peur apparaître dans les yeux de mon fils. Pas une peur panique, une peur administrative, celle des gens qui comprennent trop tard qu'ils ont dépassé une limite concrète. Il a tenté de se rattraper. Il a dit que je pouvais entrer, bien sûr, qu'il n'avait jamais voulu m'empêcher. L'huissier a levé les yeux vers lui. Trop tard, le refus avait été formulé, enregistré. Nous sommes repartis sans entrer. C'était voulu. Je ne voulais pas franchir ce seuil dans ces conditions. Je voulais que chaque étape laisse une trace nette. Sur le trottoir, l'huissier m'a expliqué la suite. D'autres constats possibles. Une mise en demeure, une action rapide si nécessaire. Sa voix était calme, technique. Elle m'a donné plus de force que n'importe quelle consolation. Quand mon fils est resté seul sur le pas de la porte, je ne l'ai pas regardé, pas par mépris, par lucidité. Ce moment n'était pas celui d'un affrontement personnel, c'était celui où les rôles venaient de s'inverser. Il n'était plus celui qui décidait, il devenait celui qui devait justifier. Sur le chemin du retour, je n'ai ressenti ni victoire, ni tristesse, juste une certitude solide. Ce que j'avais entamé ne pouvait plus être arrêté par des paroles douces ou des excuses tardives. Le dossier existait désormais, noir sur blanc. Et dans ce genre de combat, ce sont les faits, pas les intentions, qui finissent toujours par parler. Le lendemain du constat, le silence a changé de nature. Ce n'était plus celui, lourd et méprisant, qu'on m'imposait pour muser. C'était un silence nerveux, chargé d'attente. Mon fils ne m'a pas appelé, mais je savais qu'il pensait, qu'il recalculait. Les gens qui agissent dans l'ombre paniquent rarement tout de suite.
Il cherche d'abord une sortie. De mon côté, je n'ai rien improvisé. J'ai suivi chaque étape avec la même rigueur que celle qu'il avait utilisée contre moi. Le notaire m'a rappelé dans la matinée. Il avait reçu le constat de l'huissier. Sa voix était calme, presque satisfaite. Le refus d'accès changeait tout. Il ne s'agissait plus d'un désaccord familial, mais d'une entrave caractérisée. Une ligne venait d'être franchie officiellement. Il m'a expliqué que désormais, chaque document allait être relu autrement. La procuration, les courriers, les décisions prises pendant mon hospitalisation, ce qui avait été présenté comme de la gestion pouvait être requalifié en abus, surtout si l'intention de me priver durablement de mon domicile apparaissait. Il m'a demandé si j'avais conservé des échanges écrits, messages, mails. J'ai répondu oui, presque tous. Je me suis installée à la table de l'hôtel avec mon téléphone et j'ai tout relu. Les mots qui m'avaient semblé anodins prenaient maintenant une autre couleur. Ce n'est plus raisonnable. On a décidé. Ce sera mieux ainsi. Chaque phrase, replacée dans le contexte, dessinait une stratégie claire, pas une explosion émotionnelle. Une prise de contrôle progressive, justifiée par ma santé. Dans l'après-midi, mon fils a finalement envoyé un message. Court, froid, il disait que ma démarche était excessive, qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais fait intervenir un huissier, qu'on aurait pu régler ça entre nous. Cette phrase m'a frappée. Entre nous. Comme si nous signifiait encore égalité. Comme si je n'avais pas déjà été exclue de toutes les décisions. Je n'ai pas répondu, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que chaque réponse émotionnelle aurait dilué ce que je construisais. Le notaire m'avait prévenu. À partir de maintenant, chaque mot devait servir un objectif précis. Pas me soulager, me protéger. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un avocat, le sien. Il parlait poliment, avec ce ton faussement neutre des gens qui essaient de reprendre la main sans la montrer. Il évoquait un malentendu, une situation délicate. Il disait que mon fils était inquiet pour moi, qu'il souhaitait trouver une solution apaisée. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand il a terminé, je lui ai posé une seule question. Quand est-ce que l'accès à mon domicile me serait rendu? Il a hésité. Puis, il a parlé de délais, de discussions à venir, de conditions. Je lui ai répondu que toute discussion passerait désormais par mon notaire, que je n'accepterais aucun arrangement oral, aucun compromis flou. Il a marqué un silence, puis il a accepté. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, pas de triomphe, pas de peur, une forme de calme dense, comme si la réalité venait enfin de rattraper le récit que mon fils avait construit. Il ne pouvait plus prétendre agir par amour sans en assumer les conséquences. Le vernis craquait. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis mon retour de l'hôpital. Pas longtemps, mais profondément, sans rêver, sans revoir la porte. Le combat ne faisait que commencer, je le savais, mais il avait changé de terrain. Et sur ce terrain-là, je n'étais plus une femme affaiblie. J'étais une partie prenante, armée de dates, de signatures, de preuves. Et quoi qu'il arrive ensuite, une chose était désormais irréversible. Mon fils ne contrôlait plus l'histoire. Le lendemain, il a changé de stratégie. Je l'ai senti avant même qu'il ne parle. Le message est arrivé tôt, presque doux. Il disait qu'il voulait me voir, pas pour discuter des papiers, pas pour parler de la maison, juste pour moi, parce que j'étais sa mère, parce qu'il s'inquiétait. Les mots étaient choisis avec soin, comme on choisit une musique pour calmer un animal nerveux. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer plusieurs heures. Puis, j'ai accepté. Un rendez-vous dans un café, en terrain neutre. Pas chez lui, pas chez moi. Il a accepté sans discuter, ce qui confirmait ce que je pressentais déjà. Il ne cherchait plus à imposer, mais à attendrir. Quand je suis arrivée, il était déjà là. Il s'est levé aussitôt, un peu trop vite. Il a voulu m'embrasser. J'ai reculé d'un pas, doucement. Pas de geste brusque, juste une limite claire. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, puis il s'est rassis. Ses mains tremblaient légèrement autour de la tasse. C'était nouveau. Il a commencé par me dire que tout ça lui faisait mal, que je le blessais en allant si loin, que l'huissier, les notaires, les avocats, ce n'était pas nécessaire. Il parlait de déception, de rupture, de famille qu'on abîme pour des histoires de papier. Il utilisait des mots larges, enveloppants, comme pour noyer les faits dans l'émotion. Je l'ai laissé parler. Longtemps.
Il a évoqué mon hospitalisation, la peur qu'il avait ressentie, l'idée qu'il aurait pu me perdre. Il a dit qu'il avait agi par amour, que j'étais injuste de voir une manœuvre là où il n'y avait qu'une tentative de protection. À un moment, sa voix s'est brisée, juste assez pour que ce soit crédible. Puis il a sorti l'argument qu'il gardait pour la fin, les enfants, mes petits-enfants. Il a dit qu'il ne comprenait pas, qu'il me demandait pourquoi je leur en voulais, pourquoi je faisais des histoires. Il a dit que ce conflit allait laisser des traces, que je risquais de les perdre aussi. Cette phrase-là, il l'a prononcée doucement, comme une menace qui n'ose pas dire son nom. Je l'ai regardé sans l'interrompre, et quand il a enfin cessé de parler, j'ai attendu encore quelques secondes. Le silence le mettait mal à l'aise. Il s'y agitait. Moi, j'y trouvais une clarté nouvelle. Je lui ai répondu calmement. Je lui ai dit que l'amour ne donne pas le droit de décider à la place de l'autre, que la peur n'autorise pas la dépossession, que changer des serrures, cacher des papiers, refuser l'accès à une maison, ce ne sont pas des gestes de protection, mais de contrôle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas utilisé de mots violents, je me suis contentée de nommer les choses. Il a tenté de m'interrompre, je l'ai arrêté d'un geste. Je lui ai dit que j'avais fini de discuter dans l'émotion, que tout ce qu'il voulait dire devait désormais passer par des voies claires, traçables, que je n'accepterais plus aucun mélange entre affection et autorité. Son visage s'est fermé. Il comprenait que le terrain lui échappait, alors il a changé de ton. Il est devenu plus sec. Il a parlé d'argent, des frais, des conséquences. Il a laissé entendre que ce combat allait me coûter cher, que j'étais fatiguée, que je n'avais peut-être pas la force d'aller jusqu'au bout. Cette fois, il ne cherchait plus à attendrir. Il testait ma résistance. Je lui ai répondu une seule chose. Je lui ai dit que ce qui me coûterait le plus cher serait de renoncer à ma dignité pour acheter un peu de paix. Et que ça, je ne le ferais pas. Pas maintenant. Pas après ce qu'il avait fait. Nous nous sommes levés presque en même temps. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Peut-être était-ce vrai. Moi aussi, je découvrais une femme que je n'avais jamais eu besoin d'être avant, une femme qui ne négociait plus son existence contre de l'affection conditionnelle. Quand je suis sortie du café, j'ai senti le poids de cette rencontre s'éloigner. Il avait essayé tout ce qu'il connaissait, la tendresse, la culpabilité, la peur. Rien n'avait fonctionné. Et à cet instant précis, je savais que la suite serait plus dure, plus frontale. Mais je savais aussi autre chose. Je ne reculerai plus. Les jours qui ont suivi ont pris une tournure plus froide, plus méthodique. Les émotions avaient laissé place au mécanisme. Le notaire avançait vite, trop vite pour que mon fils puisse reprendre l'initiative. Chaque action appelait une réponse, chaque silence devenait suspect. Et surtout, les faits commençaient à parler d'eux-mêmes. Le premier élément est venu des voisins. Pas ceux à qui on dit bonjour distraitement, mais ceux qui voient, qui entendent, qui remarquent sans s'en rendre compte. L'un d'eux avait aperçu le serrurier. Il se souvenait très bien du jour, une matinée en semaine, la porte ouverte, mon fils donnant des instructions, parlant de sa mère absente. L'huissier a noté la date. Elle correspondait exactement à ma deuxième nuit à l'hôpital. Un autre voisin a confirmé. Il avait vu mes affaires personnelles déplacées dans la voiture de mon fils. Des cartons, mes cartons. Il avait cru à un déménagement temporaire. Je pensais que vous étiez d'accord, a-t-il dit quand on l'a interrogé. Cette phrase m'a frappée plus que je ne l'aurais cru. Mon consentement avait été présumé, jamais demandé. Puis, il y a eu les documents. Le notaire a obtenu des copies de certains échanges bancaires, des opérations effectuées en mon nom pendant mon hospitalisation. Rien d'illégal en apparence, mais tout était cohérent avec une logique de prise de contrôle. Centralisation, décision unilatérale, anticipation, chaque ligne racontait la même histoire. Mon fils a été convoqué, pas par moi, par les faits. Son avocat a tenté de minimiser, de parler de maladresse, de panique, d'amour excessif, mais face aux dates, aux témoignages, aux refus consignés, ces mots perdaient leur poids. L'amour n'explique pas pourquoi on refuse l'accès à une propriétaire légitime. L'inquiétude n'explique pas pourquoi on conserve des documents sans autorisation. Quand j'ai été appelée à donner ma version officiellement, je n'ai pas tremblé. J'ai parlé lentement, j'ai raconté ce que j'avais vécu, sans adjectif inutile. La serrure, le refus, les phrases exactes, les clés retenues. Chaque détail comptait. Ce n'était plus un récit intime,
C'était un dossier. Mon fils était là. Il évitait mon regard. Pour la première fois depuis le début, il ne parlait presque pas. Quand on lui posait une question précise, il répondait par des généralités. Quand on lui demandait une justification concrète, il évoquait mon état de santé, toujours le même refuge, comme si ce mot suffisait à tout excuser. À un moment, quelqu'un lui a demandé pourquoi il ne m'avait jamais rendu les clés, même après ma demande explicite. Il a hésité, trop longtemps, puis il a dit qu'il pensait que ce serait mieux ainsi. Cette phrase est tombée dans la pièce comme une évidence cruelle. Pas mieux pour moi, mieux pour lui. Ce jour-là, j'ai vu quelque chose se fissurer définitivement, pas seulement dans notre relation, dans l'image qu'il avait de lui-même. Il n'était plus le fils protecteur qu'il se racontait être. Il apparaissait pour ce qu'il avait fait, dépouillé de ses justifications. En sortant, je n'ai ressenti aucune joie, aucune revanche, juste une forme de lassitude lucide. Je savais que le chemin n'était pas terminé, mais je savais aussi que la vérité avait pris racine là où il ne pouvait plus la déraciner. Ce que j'avais construit pendant des années, on avait tenté de me l'enlever en quelques jours. Ce que j'étais en train de reconstruire maintenant ne dépendait plus de personne d'autre que moi. Et cette fois, personne ne pourrait changer les serrures de ma détermination. La décision est tombée un matin gris, sans solennité excessive, sans scène. Une notification formelle, quelques pages rédigées dans un langage précis, presque clinique. Et pourtant, en les lisant, j'ai senti quelque chose se dénouer lentement dans ma poitrine, comme une pression ancienne qui disparaissait enfin. Il ne s'agissait pas encore d'un jugement définitif, mais d'une mesure claire, immédiate. Le changement de serrure avait été reconnu comme une entrave injustifiée, le refus d'accès comme un abus caractérisé, et surtout il était établi que rien, ni mon hospitalisation, ni les intentions invoquées, ne permettaient légalement à mon fils de me priver de mon domicile. La restitution de l'accès devait être immédiate, sous contrôle, sans condition, sans négociation. Quand le notaire m'a appelé pour m'expliquer la portée exacte du document, je n'ai pas réagi tout de suite. J'écoutais sa voix comme on écoute quelqu'un décrire une route que l'on connaît déjà. Chaque phrase confirmait ce que je ressentais depuis le début. Je n'avais pas exagéré, je n'avais pas mal interprété. Ce qui m'avait été fait portait un nom, et ce nom avait des conséquences. Mon fils a tenté une dernière manœuvre, une lettre transmise par son avocat. Il y parlait de malentendus, de souffrances, de regrets. Il proposait une solution transitoire, un accès partiel, une présence encadrée. J'ai lu la lettre 2 fois sans colère. Puis je l'ai transmise telle quelle au notaire. Il m'a rappelé quelques minutes plus tard pour me dire que cette proposition n'avait aucune valeur juridique, que le temps des arrangements ambigus était terminé. La date a été fixée. Un retour officiel, encadré, documenté. Le serrurier serait présent, l'huissier aussi, pas pour humilier, pour constater, pour acter, pour que rien ne puisse être réécrit plus tard. La veille, j'ai dormi peu. Pas par peur, par anticipation. J'avais conscience que ce moment serait lourd, quoi qu'il arrive. Non pas parce que je récupérais une maison, mais parce que je franchissais une frontière intérieure, celle qui sépare définitivement l'espoir de réparation de l'acceptation de la réalité. Le matin venu, je me suis préparée avec soin, pas pour faire impression, pour me sentir entière. J'ai choisi des vêtements simples, confortables. J'ai regardé mon reflet longuement. Ce visage, fatigué mais ferme, n'était plus celui d'une femme qu'on pouvait déplacer sans explication. Quand nous sommes arrivés devant la maison, mon fils était déjà là. Il parlait peu, il évitait de me regarder. L'huissier a rappelé les termes de la décision. Le serrurier a changé la serrure. Une nouvelle, cette fois, à mon nom. Le bruit du mécanisme m'a traversé comme une confirmation presque physique. On m'a remis les clés. Pas comme un symbole, comme un droit. J'ai senti leur poids dans ma main. Elles n'étaient pas lourdes, mais elles représentaient là quelque chose que je ne confierai plus jamais à personne sans vigilance. Mon fils a voulu parler. L'huissier a indiqué que ce n'était ni le lieu ni le moment. Tout ce qui restait à dire devrait passer par les voies prévues. Cette phrase a mis fin à ce qu'il restait de sa tentative de contrôle. Quand la porte s'est ouverte, j'ai franchi le seuil sans m'arrêter. L'intérieur était exactement comme je l'avais laissé, trop exactement, comme si tout avait été figé en mon absence. J'ai posé mon sac dans l'entrée, j'ai respiré, longuement. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de victoire.
Seulement une évidence. On peut être fragile sans être effaçable. On peut aimer sans se soumettre. Et surtout, on peut reprendre sa place sans crier, sans frapper, sans haïr. Il suffit parfois d'aller jusqu'au bout, calmement, là où d'autres comptaient sur notre renoncement. Ce que j'avais récupéré dépassait largement les murs autour de moi. C'était ma légitimité. Et personne, désormais, ne pourrait en changer la serrure. Je suis restée longtemps dans l'entrée après leur départ. Le silence avait une autre texture maintenant. Il n'était plus hostile, ni vide, il était plein. Plein de ce que j'avais retrouvé, plein de ce que j'avais perdu aussi. La porte était fermée derrière moi, mais cette fois, elle me protégeait. J'ai posé mes clés sur la petite console, exactement à l'endroit où elles avaient toujours été. Ce geste simple m'a presque émue plus que tout le reste. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Je n'étais plus une invitée tolérée dans ma propre vie. J'étais revenue chez moi, entière. J'ai commencé par ouvrir les fenêtres. L'air frais est entré doucement, comme pour nettoyer ce qui restait de ces semaines suspendues. J'ai traversé les pièces lentement, sans me presser, comme si je redécouvrais un lieu familier sous un autre angle. Le salon, la cuisine, le couloir, chaque espace portait encore ma trace, intacte, aucun objet déplacé, aucun souvenir effacé, c'était presque dérangeant, comme si l'on avait voulu faire croire que rien ne s'était passé. Dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire. Mes vêtements étaient là, parfaitement rangés, trop bien rangés. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai laissé mes épaules s'affaisser pour la première fois depuis longtemps. Pas de tristesse brutale, juste une fatigue profonde, honnête, celle qui vient après avoir tenu trop longtemps. Je n'ai pas cherché à appeler qui que ce soit, ni pour annoncer mon retour, ni pour me plaindre, ni pour me rassurer. J'avais besoin de ce tête-à-tête avec moi-même, de mesurer ce que cette maison représentait encore et ce qu'elle ne représenterait plus jamais. En fin d'après-midi, j'ai trouvé une enveloppe posée sur la table de la cuisine. Mon écriture. Ancienne. Une liste de courses commencée avant mon hospitalisation. Le détail m'a serré la gorge. Cette vie interrompue brutalement, puis reprise là où elle s'était arrêtée, comme si le monde m'avait mise en pause sans mon accord. J'ai préparé un repas simple, rien d'élaboré. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin de ce rituel. Couper, chauffer, attendre, remettre du rythme là où il n'y avait eu que des procédures et des délais. En mangeant, seule à ma table, j'ai pensé à mon fils, pas avec rage, pas avec indulgence non plus, avec une lucidité calme. Je ne cherchais plus à comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. La question n'avait plus d'utilité. Ce qui comptait, c'était ce que moi j'allais faire maintenant, quelle place je lui laisserais, et surtout, quelle limite je ne franchirais plus jamais, même par amour. Le soir est tombé doucement. J'ai allumé une lampe, puis une autre. La maison s'est éclairée comme elle l'avait toujours fait. Rien de spectaculaire, juste une continuité retrouvée. J'ai senti alors une émotion inattendue. Pas de la joie, pas du soulagement pur, quelque chose de plus mature. Une forme de paix ferme, construite, qui ne dépendait plus de personne. Avant d'aller me coucher, j'ai rangé soigneusement les documents que le notaire m'avait remis. Je les ai placés dans un dossier neuf, à un endroit que je connaissais moi seule, pas par peur, par respect pour ce que j'avais appris. La confiance n'exclut pas la vigilance. Allongée dans mon lit, j'ai écouté les bruits familiers de la maison, le bois qui travaille, le chauffage qui se déclenche. Ces sons ordinaires m'ont ancré plus sûrement que n'importe quelle parole. J'étais là. Je n'étais plus déplaçable, plus négociable. Ce soir-là, je n'ai pas pensé à la suite. Pas encore. J'ai simplement accepté une vérité simple mais exigeante. Reprendre sa place ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie avancer autrement. Et cette fois, personne ne déciderait plus à ma place de ce que mieux ainsi voulait dire. Il est revenu 3 jours plus tard, pas à l'improviste. Cette fois, il a appelé avant. Sa voix était plus basse, plus contrôlée. Il a demandé s'il pouvait passer. Pas pour discuter de procédure, juste pour parler. J'ai accepté. Non par espoir, par nécessité de clore quelque chose. Quand il est arrivé, je ne lui ai pas proposé de s'asseoir tout de suite. Nous sommes restés debout dans le salon, à distance l'un de l'autre. Il regardait autour de lui comme s'il entrait dans un lieu qui n'était plus tout à fait familier. Peut-être avait-il enfin compris que ce n'était plus son terrain. Il a commencé par dire qu'il ne pensait pas que ça irait aussi loin.
que les avocats, les huissiers, les décisions. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il parlait comme quelqu'un surpris par les conséquences de ses propres actes. J'ai attendu qu'il termine. Je n'avais plus besoin de l'interrompre. Il a parlé de fatigue, de stress, de peur de me perdre. Il a dit qu'il avait voulu anticiper, protéger, organiser, toujours ces mêmes verbes, présentés comme des preuves de bonne intention. Mais cette fois, il sonnait creux, parce que les faits avaient d'y parler avant lui. Quand il a enfin levé les yeux vers moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de colère, pas de supériorité, une forme de désarroi, comme s'il réalisait que le rapport de force qu'il croyait naturel venait de disparaître. Je lui ai répondu calmement. Je lui ai dit que je ne cherchais pas des excuses ni des regrets tardifs, que ce qui avait été brisé ne se réparait pas avec des mots choisis après coup. Je lui ai dit qu'il avait franchi une limite fondamentale, décidé à ma place, sans moi, contre moi. Il a voulu expliquer encore. J'ai levé la main, pas pour le faire taire violemment, juste pour marquer une fin. Je lui ai dit que cette conversation n'était pas un procès ni une réconciliation, c'était une clarification. Je lui ai dit que je resterai sa mère, mais que je ne serai plus jamais une variable d'ajustement dans sa vie, que l'aide, si elle existait encore un jour, serait définie par moi, que l'accès à cette maison, à mes décisions, à mes papiers, ne serait plus jamais négociable. Il a tenté de parler des enfants. J'ai coupé court. Je lui ai dit que je ne permettrais pas qu'ils soient utilisés comme levier émotionnel, qu'il n'avait rien apporté de ce conflit, que s'il voulait qu'il me voie, ce serait dans le respect, pas dans la manipulation. Il était resté silencieux longtemps, puis il a hoché la tête. Je ne savais pas s'il comprenait réellement ou s'il acceptait simplement parce qu'il n'avait plus le choix. À ce stade, la nuance importait peu. Avant de partir, il a regardé la porte, la serrure, les clés sur la table. Ce détail lui a échappé un instant, puis il a compris. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à ajouter. Quand il est sorti, je n'ai pas ressenti de soulagement spectaculaire, juste une fin nette, une ligne tirée sans trembler. Ce n'était pas une victoire contre lui, c'était une reprise de pouvoir sur moi-même. Ce soir-là, en refermant la porte, j'ai su que quelque chose venait de se terminer définitivement. Pas notre lien, mais l'illusion que l'amour justifie tout, et dans cette lucidité nouvelle, il n'y avait ni amertume, ni triomphe, seulement une certitude solide. Désormais, toute relation dans ma vie passerait par le respect, ou ne passerait pas du tout. Le temps a repris son cours sans me demander la permission. Les jours ont passé, puis les semaines. La maison a recommencé à vivre selon son rythme habituel, celui que je connaissais par cœur. Le matin, la lumière entrait toujours par la même fenêtre. Le soir, le parquet craquait aux mêmes endroits. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout avait changé. Je n'ai plus attendu d'appel. Je n'ai plus surveillé mon téléphone. Mon fils est resté à distance. Pas par colère ouverte, mais par retenue prudente. Il avait compris que quelque chose s'était déplacé définitivement. Nos échanges sont devenus rares, formels, sans tension apparente. Une neutralité nouvelle s'est installée. Elle n'était pas chaleureuse, mais elle était saine. J'ai repris des habitudes simples. Les courses le mercredi matin, le marché le samedi. Les plantes que j'avais laissées dépérir pendant mon hospitalisation ont repris de la vigueur. Les mains dans la terre, je me sentais à nouveau pleinement présente. Pas parce que tout était réparé, mais parce que je n'étais plus niée. Certaines personnes m'ont demandé comment j'avais pu aller aussi loin contre mon propre fils. Je n'ai jamais répondu directement. Je me contentais de dire que je n'étais pas allée contre lui, j'étais allée vers moi. La nuance est immense, mais peu de gens la comprennent vraiment. Je n'ai pas coupé les ponts, je n'ai pas puni, je n'ai pas cherché à donner une leçon. J'ai simplement cessé de me laisser déplacer. Et c'est sans doute ce qui a été le plus difficile à accepter pour lui, et pour moi aussi. Un soir, en rangeant des papiers, je suis retombée sur le dossier complet. Les constats, les lettres, les décisions. J'aurais pu le fermer définitivement et l'oublier, mais je l'ai gardé, pas par rancune, comme un rappel. Même les personnes qu'on aime peuvent franchir des lignes. Et même à un âge avancé, on a le droit de dire non. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que le temps adoucira les angles, peut-être pas. Ce que je sais en revanche, c'est que je n'accepterai plus jamais qu'on décide à ma place sous couvert de protection. Ni par amour, ni par peur, ni par habitude. Cette histoire ne se termine pas par des retrouvailles émouvantes ou des excuses spectaculaires.
Elle se termine par quelque chose de plus discret, mais infiniment plus précieux. Une femme âgée, debout, consciente de sa valeur, dans sa maison, avec ses clés dans la main. Et si j'ai appris une chose dans tout cela, c'est que le respect n'a pas d'âge. Il ne se négocie pas, il ne se délègue pas, il se pose calmement, fermement, une fois, et il change tout. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à se reconnaître, à se relever ou simplement à se sentir moins seul, prenez un instant pour vous abonner, laissez un like ou partager cette vidéo. Parfois, une histoire entendue au bon moment peut faire toute la différence.